Vous écoutez le libre journal des enjeux sécurité dirigé par Xavier Offert, diffusé en direct sur Radio Courtoisie samedi 20 mai 2023 de 18h à 19h30 et réalisé par Jocelyn. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Vous écoutez Enjeux Sécurité, émission mensuelle consacrée à tous les aspects de la sécurité intérieure et extérieure, conçue à partir de deux disciplines majeures, la géopolitique et la criminologie. Une émission animée par Xavier Offert, qui vous parle, et la jeune classe, aujourd'hui représentée par Pierre-Joseph. Bonjour Pierre-Joseph. Donc, maintenant, quelques consignes et rappels. L'émission fait des fiches cuisine, c'est-à-dire qu'en dehors de ce qui vous est dit, il y a des rappels avec des statistiques sur la criminalité, des informations, des citations qui peuvent vous être utiles pour toute activité politique ou autre. Et donc, pour recevoir les fiches cuisine de l'émission Enjeux Sécurité, il suffit d'envoyer vos noms, prénoms et adresses courriel à courtoisie@radiocourtoisie.fr ou alors d'appeler le 01 46 51 00 85 et vous laissez au standard vos coordonnées à mon intention. Alors maintenant, un rappel important, parce qu'au début, quand on a lancé l'émission, il y a eu une confusion, sans doute m'est-elle imputable, entre la semaine 4 et ce que je pensais être donc en janvier, et qui était effectivement en janvier la dernière semaine du mois. Mais non, quand on fait les 4e semaines de chaque mois, on avance petit à petit à mesure que les mois passent dans le mois, et donc les premières informations que j'avais données sur les dates de l'émission n'étaient pas justes. Voilà donc les dates des émissions en direct prévues jusqu'à la fin 2023. Donc aujourd'hui, mais vous y êtes puisque vous nous écoutez, le samedi 20 mai à 18h, et par la suite, jusqu'à la fin de l'année, toujours à 18h, toujours jusqu'à 19h30, et toujours le samedi, ce sera le samedi 17 juin, puis le samedi 15 juillet, puis le samedi 12 août, puis le samedi 9 septembre, puis le 7 octobre, puis le 4 novembre, puis le 2 décembre, puis le 30 décembre. Voilà donc les futures émissions qui auront lieu jusqu'à la fin de l'année. Alors aujourd'hui, nous avons naturellement plusieurs sujets à notre ordre du jour qui tournent tous autour de la sécurité, cette fois-ci la sécurité intérieure, et en gros, tous les sujets que nous allons aborder tournent autour du même problème, c'est-à-dire de l'amorce de quelque chose qui est grave en France, qui ne s'est pas produit depuis en gros des décennies. Ce problème-là, un État-nation a toujours des problèmes, mais certains sont plus ou moins présents et plus ou moins prégnants. Et celui-là était un peu passé au second plan. Et donc nous recommençons à avoir une petite musique qui monte du pays et qui est qu'on assiste quand même à un début en France de perte de contrôle de l'espace public. Ça signifie quoi ? Ça signifie que quand la France est entrée dans l'ère moderne, il y a eu une réforme fondamentale en matière de sécurité qui a été celle de Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte a fait en sorte qu'il y ait dans toute la France métropolitaine un maillage de gendarmerie et après ça dans les villes de commissariat. Donc un maillage de gendarmerie, chacune de ces gendarmeries étant à moins d'une journée de cheval de l'autre. Donc un maillage très étroit. À partir du moment où le maillage a été réalisé, la France est devenue un État en matière de sécurité moderne. Ça a été l'un des tout premiers en Europe. Et donc, la sécurité en France, à ce moment-là, est devenue peu ou prou ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, jusqu'aux années
1800, 1790, on ne parle pas de la terreur et des campagnes de persécution politique, on parle de la sécurité au jour le jour. Il y avait une quantité d'homicides quand même assez importante dans le pays. À partir du moment où la réforme de Napoléon entre en jeu, eh bien, on a une mortalité. Vous savez que certaines infractions sont plus faciles à détecter, à mettre dans des statistiques que les autres, et la plus simple de toutes, parce qu'on ne peut pratiquement pas la louper, c'est l'homicide, c'est l'assassinat. Et donc en termes d'assassinat, à partir du moment où Napoléon met en place sa réforme, on a quelque chose en matière d'homicide qui très vite arrive au niveau où il en est encore à peu près aujourd'hui. Je vous rappelle que pour l'Union européenne en général, c'est-à-dire pour les 26 pays de l'Union européenne, la moyenne des homicides, qui varie un peu de pays en pays, mais la moyenne générale est de 2 homicides pour 100 000 habitants. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a 100 000 habitants par an, il y a à peu près 2 homicides. Alors ça va de 0,9 en Allemagne à 1,2 en Grande-Bretagne, aux environs d'1 et quelques pourcents en France, etc. Mais c'est très bas, et ça l'est en gros dans tous les pays depuis qu'une réforme des affaires de sécurité a été instaurée. Alors depuis lors, on peut dire que l'espace public est sous contrôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne rentre pas chez vous la nuit pour kidnapper vos enfants ou pour voler vos affaires, etc. Et qu'en gros, vous êtes à peu près à l'abri. Mais cette sécurité-là, ce pourquoi l'État-nation a été créé, je reprends la sensationnelle formule de Raymond Aron qui explique tout et qui dit tout en une phrase. Définissant l'État-nation, Raymond Aron le définit ainsi: pour que quelqu'un qui dirige l'État-nation, pour que le souverain, que ce soit un souverain héréditaire, un souverain élu, un président de la République ou qui que ce soit, fasse bien son travail, il faut que le pays, il suffit que le pays soit respecté à l'extérieur, en paix à l'intérieur. Voilà les fondamentaux de l'État-nation, respecté à l'extérieur, parce que quand on n'est pas respecté, on finit par être envahi, et à ce moment-là, le pays n'est plus autonome ou indépendant, et deuxièmement, respecté à l'extérieur, et deuxièmement, en paix à l'intérieur, c'est-à-dire que la paix civile règne. Donc, distillé au compte-gouttes, éparpillé par région et par ville, négligé par les médias nationaux comme de méprisables faits divers, le réel criminel commence à monter de partout en France, et derrière les tentatives de noyer le poisson de M. Darmanin, qui s'en prend à des premiers ministres étrangers, qui injurie des dirigeants politiques français, qui sort toutes sortes de calembredaines simplement pour noyer le poisson, pour qu'on ne se rende pas compte de la situation dans laquelle se trouve réellement ce pays. Derrière les pitreries de M. Dupond-Moretti, notre ministre de la Justice, le seul ministre de la Justice mis en examen, ce qui est quand même pas banal, et qui, convoqué à l'Assemblée nationale pour s'expliquer, fait des bras d'honneur à droite et à gauche. Donc derrière également le mépris agacé de M. Macron monte du fond du pays, chaque jour, un peu plus forte, une insidieuse musique. Et si, pour la première fois depuis le XIXe siècle, un gouvernement de la France perdait le contrôle de l'espace public. Alors, pour l'instant, la population courbe l'échine. Elle subit, elle baisse les yeux. Le désordre criminel, bien sûr, elle le voit, elle le sait. Ça se passe où elle vit, ça l'affecte, elle et ses proches. Et l'étouffement complice de l'information maintient un engourdissement public bénéfique au pouvoir. Alors, il ne faut pas accuser dans le vide. Quand je vous parle d'étouffement complice de l'information, je vais vous donner un exemple précis. Il vient de paraître récemment des statistiques sur les cambriolages en France. Les statistiques en question sont le résultat d'un trucage monstrueux. On y reviendra plus tard dans l'émission. Pour l'instant, contentons-nous de dire que
ce qui a été publié par le ministère de l'Intérieur balaye sous le tapis les éléments les plus graves justement de l'explosion des cambriolages en plan. Mais froidement quoi. C'est-à-dire que dit non, on le publiera pas, on publie ce qui nous intéresse et le reste on ne publie pas. Donc c'est mensonger, c'est mensonger dans une des pires formes de mensonge qui est le mensonge par omission. Voilà. Donc et quand je parle de étouffement complice de l'information. Alors, pas plus tard qu'hier, je reçois un mail d'un journaliste d'un grand quotidien parisien qui me dit, alors voilà, que pensez-vous de la statistique qui a été publiée par le ministère de l'Intérieur et par l'INSEE. Il y a un service des statistiques du ministère de l'Intérieur qui s'est associé avec le service national des statistiques, l'INSEE, les deux, SSMSI plus INSEE, ont publié les statistiques en question. Alors, me dit-il, en m'envoyant un lien pour les statistiques que je connaissais déjà, qu'en pensez-vous? Et je lui dis, mais monsieur, les statistiques en question, avant de les commenter, il faut commencer par dire qu'elles sont chantées, elles sont truandées de manière extraordinaire. Et je lui en donne la preuve. Je lui envoie le facsimilé d'un document du ministère de l'Intérieur montrant que délibérément, le ministère de l'Intérieur, qui connaît parfaitement les statistiques sur toutes les formes de cambriolage pratiquées en France, n'en publie que 2 sur les 5. Réponse du journaliste, silence de mort. La pauvre petite larve est partie se cacher sous une table ou sous son lit ou Dieu sait trop quoi, parce que en réalité, ces gens-là ne sont plus des journalistes, ce sont les supplétifs de M. Darmanin. Ils font sa propagande et ces journaux-là constituent bien plutôt une espèce de grande pravda collective, là où tout le monde dit la même chose au même moment et dans une entreprise de bourrage de crâne. Donc, on va naturellement, au cours de cette émission, donner plein d'exemples de ça. On va donner des exemples aussi sur ce qui se passe à Marseille, les fusillades à Marseille à jet continu. Et pourquoi il y a ces fusillades? Parce que vous savez que dans le temps, au Moyen-Âge, il y avait une conception des choses qui était qu'il y avait la génération spontanée. Alors, il y avait un cheveu qui tombait dans l'eau et puis ça donnait une anguille par génération spontanée. Eh ben non, la génération spontanée n'existe pas. Et en matière criminelle non plus, la génération spontanée n'existe pas plus à Marseille qu'ailleurs. Et donc, on verra là aussi d'où ça vient. C'est-à-dire, il y a eu une espèce d'intrusion de formes de pensée révolutionnaire gauchiste à l'intérieur de la sociologie, et comment tout ça a préparé le terrain, après ça, aux bandes armées et aux gangs qui opèrent à Marseille. Tout ça avec des citations, avec des faits parfaitement précis. Et dans les exemples qu'on va donner, et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Pierre-Joseph d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Pierre-Joseph. Bonjour Monsieur Hofer. Bonjour. Donc voilà, parce qu'il est étudiant dans un campus de la région parisienne, et même dans les endroits de la France qu'on pourrait estimer être préservés, c'est-à-dire des endroits où il y a des gens qui sont censés après ça accéder à des responsabilités, des garçons et des filles qui sont plus tard appelés à des responsabilités, ils sont parfois maltraités, parfois victimes de l'insécurité, et dans des conditions et dans des proportions telles que pour certains d'entre eux sans doute, mais Pierre-Joseph nous dira tout ça, il y aura sans doute des résultats, des conséquences parfois graves sur leur avenir, sur leurs études et sur ce qu'ils font. Donc, on va commencer par parler de cette histoire de cambriolage, parce que c'est vraiment tellement énorme que là, il faut bien insister là-dessus. Et puis, après ça, on fera un petit rappel pour dire que vous pouvez nous envoyer vos noms et adresses, etc. Et puis, Pierre-Joseph nous expliquera ce que c'est que la vie d'un étudiant dans un campus de la région parisienne dans l'an de grâce 2023. Mais c'était sans doute pas mieux l'année dernière. Donc, les cambriolages, ça c'est très important. Alors bien entendu, je l'ai dit, l'émission s'accompagne de l'envoi pour ceux qui le désirent de fiches cuisine. Donc ce que je vais dire là maintenant, la partie chiffrée, etc., pour ceux que ça intéresse, vous envoyez un mail à Radio Courtoisie, vous téléphonez à Radio Courtoisie, vous donnez votre nom, votre prénom et votre adresse de mail, votre adresse courriel, et vous recevrez des éléments complémentaires sur ce qu'on va dire maintenant
sur les cambriolages. Mais il faut bien l'écouter et surtout il faut le répandre autour de vous parce que tous, autant que nous sommes, nous payons des impôts. Nous payons des impôts pour pouvoir bénéficier, jouir d'un minimum de sécurité et pas pour qu'on nous raconte des cracks à ce propos. Voilà. Donc, très récemment, là, fin avril, début mai, le ministère de l'Intérieur et l'INSEE ont publié ensemble des statistiques sur les cambriolages au cours des 5 années écoulées, dont il ressort que tout va très bien, Madame la Marquise, certes les résultats ne sont pas terribles, mais c'est moins grave qu'avant le Covid, etc. etc. Et tout cela est non seulement mensonge par omission, mais les médias, c'est-à-dire qui ont publié ces informations, aucun d'entre eux n'a relevé ce que je vais dire maintenant, et ce que je vais dire maintenant provient des statistiques officielles du ministère de l'Intérieur elle-même. Il aurait suffi qu'au lieu de recopier les informations du ministère de l'Intérieur avec le petit doigt sur la couture du pantalon, ils lisent un peu ce que publie le ministère de l'Intérieur elle-même, et ils auraient pu développer une vision. On ne peut pas être critique tout le temps, mais des fois, on ne peut pas avaler tout comme ça sans réfléchir, un peu critique. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Le ministère de l'Intérieur dispose d'un outil de collecte des statistiques criminelles, quelle qu'elle soit. Cet outil, qui est une espèce de tableur, vous savez, genre Excel, quoi, s'appelle l'État, comme état des lieux, État 4001, 4001, l'État 4001. L'État 4001 comprend à peu près 150 sortes d'infractions différentes, et il comprend 5 lignes consacrées à différentes formes de cambriolage. Le cambriolage des résidences principales, vous avez un appartement, un soir vous rentrez chez vous, la porte est cassée, on vous a volé le vase de tante Ursule, vos économies, de l'argenterie, Dieu sait quoi. Le cambriolage de résidence secondaire, votre maison de campagne. Après ça, 3e catégorie, les cambriolages de toutes sortes de locaux professionnels ou de locaux qui appartiennent à l'État, parce qu'on peut très bien entendu, cambrioler une boulangerie, on peut très bien cambrioler une pharmacie, on peut très bien cambrioler une mairie pour y voler les ordinateurs, une école, etc. Bref, tous les locaux professionnels. La 4e catégorie s'appelle autres lieux, et c'est là que pour l'essentiel, il y a tous les locaux agricoles, les fermes, les hangars, etc. Parce que bien entendu, on peut pas faire un travail d'agriculteur depuis l'intérieur d'un coffre-fort. C'est bien évident. L'espace rural, il est libre et ouvert. Donc, eh bien, il y a dans les tracteurs du fioul à siphonner, il y a des outils agricoles, il y a maintenant des GPS agricoles qui coûtent entre 10 000 et 15 000 et 20 000 euros qu'on peut voler et les revendre à l'étranger. Et enfin, la dernière catégorie, c'est celle des cambriolages sans effraction, c'est-à-dire les gens qui, un peu maladroitement, ont laissé la porte ouverte ou alors la fenêtre ouverte et les malfaiteurs sont entrés et ont volé. Donc, il y a une catégorie spéciale. Nous avons donc, je répète, les lignes 27, 28, 29, 30 et 31 de l'État 4001 qui concernent les cambriolages. Et voilà l'escroquerie. Froidement, le ministère de l'Intérieur ne publie que le résultat des lignes 27 et 28 sur les années 2016 à 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. C'est une statistique sur une catégorie d'infractions qui est les cambriolages et sur 5 ans à partir donc de l'État 4001. Au lieu de publier les résultats des 5 lignes, ce que font tous les autres pays d'Europe, et de l'Europe, c'est-à-dire de l'Union européenne, mais pas uniquement. Il se trouve que les criminologues fréquentent pas toujours des endroits très sympathiques, donc parfois un peu périlleux. Les gens sont sympathiques, mais l'endroit est parfois un peu dangereux. Même en Albanie, on fait pas ça. J'ai appelé au téléphone un ou deux copains qui sont des responsables de la police albanaise. J'ai dit, ah non, nous on publie tous les cambriolages, etc., où que ce soit et tout. Eh bien, pas la France. La France publie la ligne 27 et 28 de l'État 4001 et pas la ligne 29, 30 et 31. Alors maintenant, pourquoi est-ce une escroquerie ? Parce que
Dans les années de 2016 à 2021, il y a naturellement les 2 dernières années, c'est-à-dire 2020-2021. Les 2 années en question sont des années qui ont été marquées par la crise terrible du Covid. Crise du Covid qui a amené des périodes de confinement, c'est-à-dire des confinements, vous vous souvenez tous, quand on est enfermé chez soi, et deuxièmement, des périodes où on ne peut plus aller au bureau, donc on travaille chez soi aussi. C'est le télétravail. Pendant les années 2020 et 2021, la population française est restée à domicile, contrainte et forcée, ou ne pouvant pas faire autrement quand le bureau était fermé et que vous travailliez à domicile, beaucoup plus qu'auparavant. C'est-à-dire que dans toutes les années depuis l'après-guerre, si vous voulez, il y avait une activité professionnelle toujours plus ample, les femmes se sont mises à travailler, etc. Donc plus ça allait, plus les appartements, les logements étaient vides, et puis les gens sortaient le matin pour le travail et rentraient le soir. Et bien entendu, quand les logements sont vides dans la journée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut les cambrioler. Donc, nous recevons les premières questions et on vous répondra au fur et à mesure, un petit peu plus tard. Donc, vous avez les cambriolages de logements qui s'accentuent à mesure où les logements des gens sont vides. Dans la journée, vous avez des logements vides, mais en 2020 et 2021, les logements ne sont plus vides, ils sont remplis. Parce que les gens ne peuvent pas sortir dans la journée, parce qu'il y a le confinement, et quand le confinement est encore remplacé par des restrictions de style, par des couvre-feux, eh bien, on ne peut pas sortir le soir. Donc, résultat des courses, pour 2020 et 2021, vous avez une quantité de logements occupés beaucoup plus importante que dans les décennies passées. Pourquoi c'est important? Parce que, bien entendu, il est très difficile de cambrioler un appartement quand les gens y sont. Donc, fatalement, à partir du moment où il y a un confinement, le cambriolage des résidences principales et même des résidences secondaires, pour tous les gens qui ont voulu quitter les villes et qui ont été habités dans leurs résidences secondaires, cette catégorie de cambriolage s'effondre, évidemment. Mais qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Il se passe que les boutiques sont vides à cause du confinement, à part les commerces essentiels, beaucoup d'ateliers ferment, des usines même sont fermées. Et donc, comment opèrent les bandits? Les malfaiteurs opèrent par arbitrage. Ils arbitrent en fonction de quelque chose qui est essentiel dans la mentalité du criminel, qu'il faut bien retenir, qui est l'effet de déplacement. L'effet de déplacement, c'est « j'ai besoin d'argent, je vais braquer une banque ». Il n'y a plus d'argent dans les banques parce qu'elles sont sécurisées, que les gens ont des cartes de paiement et qu'il y a de moins en moins d'espèces dans la vie quotidienne des gens. Ok, je vais dans les commerces parce que là, il y a encore de l'argent. C'est-à-dire, je vais dans les supermarchés où une partie des achats sont quand même en espèces, etc. Après ça, il n'y a plus d'argent dans les supermarchés parce qu'ils ont payé avec des cartes. Alors, je vais attaquer des gens à domicile, je les kidnappe, je les oblige à me donner la carte de paiement, je vais tirer de l'argent à la banque et je les torture le cas échéant, etc. Donc, vous voyez, les bandits opèrent par effet de déplacement. Que va-t-il se passer pendant les années 2020 et 2021? Pendant ces 2 années-là, il y a un report massif des cambriolages, des domiciles et des résidences secondaires vers toutes les autres formes de locaux cambriolables. Les locaux professionnels qui sont vides à ce moment-là, les boutiques, les ateliers, où on peut voler des outils pour les revendre après ou n'importe quoi. Et c'est ça qui se passe. Et c'est ça que le ministère de l'Intérieur ne publie pas. C'est-à-dire qu'on a des chiffres partiels, mais qui sont très éloquents. Pendant les 3 premiers trimestres de l'année 2020, les cambriolages de tout le reste, c'est-à-dire des locaux professionnels, des boutiques, éventuellement des mairies, des fermes, des hangars agricoles, toutes les effractions possibles et imaginables, hors des logements, en 3 trimestres, ça a augmenté, ça a explosé de plus 58%. Et ça ne figure pas dans les statistiques que publie le ministère de l'Intérieur. Et après ça, ça s'aggrave encore.
Pourquoi ? Parce qu'on est sorti de la crise du Covid, mais arrive l'histoire de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Là, vous allez nous dire, pourquoi ça nous regarde, pourquoi ça nous concerne ? Eh bien, ça nous regarde et ça nous concerne parce que il y a une crise de l'énergie à ce moment-là et que des municipalités, généralement des municipalités dirigées par des écologistes qui n'en ratent pas une, disent « Ah bon, on va faire des couvre-feux ». C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'éclairage public à partir de 10h du soir, ou 10h ou 11h, parce qu'il faut faire des économies, vous comprenez ? Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des villes moyennes dans lesquelles la présence policière est faible, qui sont plongées dans le noir à partir de 10-11h du soir. Mais c'est le Père Noël pour les braqueurs, et pas pour les braqueurs, non, pour les cambrioleurs. C'est le Père Noël. Vous vous rendez compte ? Les gens sont chez eux, ils n'osent pas trop sortir parce qu'il fait noir, et puis je suis tranquille pour les cambrioleurs. Donc là aussi, on assiste à une augmentation massive dans la dernière période du nombre des cambriolages, de ce qui est seul et dans le noir la nuit, c'est-à-dire tout sauf les logements. La nuit, les gens sont chez eux. Et puis ce qui est disponible pour les cambriolages, c'est naturellement les locaux commerciaux, agricoles, etc. Tous les endroits où il n'y a personne le soir, et encore moins de monde que d'habitude, parce qu'il y fait nuit. Voilà. Donc, c'est ça qui se passe. On nous raconte qu'à l'heure actuelle, les statistiques sont à peu près équilibrées, que oui, bon, ça a augmenté un peu l'an dernier, mais ici un peu moins, ici un peu plus. Et alors, ce qui est extraordinaire, en plus, c'est la dernière remarque que je voulais faire à propos de cette histoire de cambriolage. On dit, plus ça va, plus il y a des activités criminelles et illicites dans les villes moyennes. Bon, mais pourquoi ? Et en même temps, mais les journaux dont je vous ai parlé tout à l'heure ne font pas du tout le rapprochement parce qu'ils n'ont pas envie de le faire du tout. Plus ça va, plus on morcelle la population des clandestins qui vivent en France, qui atterrissent généralement dans la région parisienne. On les prend par petits paquets et on les dissémine dans les villes de province. Comment voulez-vous que ces gens vivent ? Il n'est pas question de dire naturellement que tout migrant est potentiellement un malfaiteur, mais à partir du moment où vous êtes arrivé sur la région parisienne, parce que vous êtes arrivé, je sais pas, par le train, par l'avion, et puis spontanément, quand les gens arrivent quelque part à Paris, en France, ils arrivent à Paris ou dans la région parisienne. Alors vous êtes là, alors on en prend 100, on les envoie dans le Vercors, on en prend 100, on les envoie en Alsace, et puis les gens en question, une fois qu'ils sont là-bas, peut-être, dans le meilleur des cas, sont-ils logés, mais ils ne sont pas entretenus. Donc comment voulez-vous qu'ils vivent ? Le fait qu'on ne fasse pas le rapprochement entre cette politique qui est constante depuis que Macron est président, parce qu'en gros, elle a commencé en 2018. Et il y a des chiffres, il y a des données, oui, l'Office des migrations dit oui, on en envoie 2000 par mois, etc. 2000 par mois depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. Alors ça fait des milliers. Il est évident qu'une partie des gens en question, surtout les fameux mineurs non accompagnés, va mal tourner. C'est évident. Le fait qu'ils soient migrants, venus de tel ou tel continent, n'y fait rien. Mais évidemment, une partie... Alors voilà, on s'étonne. Et naturellement, ces gens-là qui connaissent mal le français, qui connaissent mal les us et coutumes de notre pays, qu'est-ce qu'ils vont cambrioler ? Ils vont cambrioler les endroits où c'est le plus simple à cambrioler. Ils ne vont pas aller attaquer une maison dans laquelle il y a 5 ou 6 personnes qui vivent. Ils attaquent des locaux vides, c'est-à-dire de moins en moins souvent, d'abord du fait du Covid et après ça du fait du couvre-feu, des habitations personnelles, mais des locaux qui sont vides le soir. Et donc, pendant ce temps-là, Monsieur Darmanin, le menteur en chef, ne publie que les statistiques portant sur les cambriolages des résidences principales et des résidences secondaires. Un dernier mot sur les résidences secondaires. Elles sont, on le sait ça, on ne le sait pas par l'État parce qu'il essaye de dissimuler cette réalité, mais on le sait par les compagnies d'assurance. Les résidences secondaires attirent peu les cambrioleurs. Qu'est-ce qu'il y a dans une résidence secondaire ? Il n'y a pas grand-chose à piquer, quoi. On ne va pas mettre un Rubens sur les murs de sa résidence secondaire. Donc voilà le premier point dont je voulais parler. Il est important parce que vous voyez à quel point des statistiques qui sont publiées par des journaux, par des quotidiens, par des télévisions comme La Vérité du Bon Dieu sont entièrement trafiquées. Alors, que sait-on à l'heure actuelle
sur la proportion qu'il y a entre les cambriolages de résidence principale d'un côté et puis tout le reste, les locaux commerciaux, agricoles, etc. En permanence, depuis 10 ans, avant l'affaire du Covid et l'affaire des couvre-feux, on constatait, en prenant l'État 4001 année après année, les postes, donc 27, 28, 29, 30 et 31, que le reste, c'est-à-dire hors résidence principale et résidence secondaire, représentait à peu près 42% du total. C'est-à-dire que sur 100 cambriolages connus des autorités, mais naturellement la plupart des cambriolages sont connus des autorités puisqu'il faut aller déclarer ça, il faut faire une déclaration à la police ou à la gendarmerie pour avoir droit à l'assurance, un remboursement quelconque, restitution d'argent sur les dégâts commis, la serrure forcée, etc. Et donc, depuis qu'il y a eu ces histoires d'abord de confinement et puis ensuite de couvre-feu, on estime à l'heure actuelle la courbe entre les cambriolages de résidence principale puis de résidence secondaire, elle est en train de passer de 42 à près de 50%. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur de la République française planque 50% des cambriolages qui se sont passés dans ce pays. Alors, à l'heure actuelle, on nous dit oui, en 2022, à la louche, comme ça, il y a eu 240 000 cambriolages. Non, une fois qu'on rajoute les cambriolages des autres catégories, c'est-à-dire ceux des résidences, des boutiques, des mairies, etc., des locaux agricoles, c'est sans doute plus de 400 000. Voilà la réalité sur les affaires criminelles. Donc, c'est cette histoire de cambriolage qui est scandaleuse et il faut le dire, il faut le répéter, on ne paye pas des impôts pour se faire raconter des mensonges. Voilà. Alors, ça, c'est premièrement les cambriolages. Et deuxièmement, parce que ça affecte l'avenir de la société, vous avez des gens dans ce pays qui étudient, ils font leurs études. Pourquoi ? Parce qu'ils vont occuper des postes plus tard, des postes qui vont permettre à la société d'avancer dans la direction d'une industrie plus forte, d'un commerce plus développé, d'un enseignement de meilleure qualité, etc. Et à l'heure actuelle, la criminalité, c'est-à-dire la perte de contrôle de l'espace public dont je vous parlais, elle affecte aussi les campus. Donc j'ai fait venir aujourd'hui notre ami de la jeune classe, là, Pierre-Joseph, pour qu'il nous parle de tout ça. Donc, Pierre-Joseph, où étudiez-vous et qu'est-ce qui se passe ? Alors, j'ai rejoint moi les bancs de l'ESSEC, qui est une école de commerce qui est localisée à Cergy. J'ai rejoint les bancs de l'ESSEC en 2019 et j'y suis encore étudiant, je suis dans ma 4e année du bachelor. Et en fait, ce qui se passe... C'est quoi ça ? Un bachelor ? Ouais, C'est un programme juste après le bac. Voilà. Que j'ai intégré directement après le bac. J'ai fait mon lycée militaire j'étais au lycée militaire de Saint-Cyr pendant 3 ans. J'ai passé mon bac, j'étais un peu dans mon cocon et j'ai intégré l'ESSEC à ce moment-là, juste après le bac. Et donc je connais bien Cergy et donc je suis ici en fait pour témoigner, vous donner un peu un témoignage d'étudiant de ce qu'on peut vivre en tant qu'étudiant à Cergy. Donc Cergy, c'est dans la région parisienne, c'est ça ? Cergy, c'est dans la région parisienne, c'est situé près de Cergy-Pontoise, donc voilà, au nord-ouest de Paris. Voilà, donc on intègre l'ESSEC. D'entrée de jeu, on a un séminaire en fait où le directeur de la sécurité nous explique qu'il y a un certain degré d'insécurité à Cergy. Donc on a ça en tête et puis Mais Cergy la ville ou Cergy le campus ? Cergy la ville. Alors le campus est vraiment près de la gare. On est vraiment au centre de Cergy préfecture. Et donc en fait il y a un certain nombre de violences qui peuvent être des vols, des agressions sexuelles, qui peuvent être on a eu aussi des types du cambriolage. Voilà, il y a plein d'histoires à droite à gauche. Je vais peut-être vous faire lire après ce qui est dit. Mais donc globalement, pour la petite histoire, on rentre à l'ESSEC, on nous donne comme instruction d'être prudent. Parce qu'il y a déjà eu des cas avant nous d'étudiants qui se sont fait agresser. Donc on a ça en tête.
L'idée pour moi ici, c'est de vraiment donner de manière la plus objective possible la réalité de ce qui se passe à Cergy. Alors on savait bien en fait quand on arrivait à Cergy, à l'ESSEC, on savait de loin qu'il y avait une certaine ambiance d'insécurité. Mais c'est vrai qu'on a tous vécu quelque chose de loin ou entendu quelque chose qui était assez difficile. Typiquement, moi je vous donne un exemple. En 2 ans, j'ai connu un cambriolage. Donc je me suis fait cambrioler. Vous habitez sur place là-bas? J'habitais sur place. Alors j'y suis plus depuis 1 an et demi à Cergy. Parce qu'en fait, c'était une résidence étudiante, une chambre chez l'habitant? Alors c'était un appartement que je partageais avec un coloc. J'étais en colocation avec un ami. J'étais pas là à ce moment-là parce que j'étais en dehors de Paris à ce moment-là, mais on s'est fait cambrioler et mon ami s'est fait voler son MacBook, voilà, qui a une valeur de 1500 €. On sait pas trop comment il est rentré dans l'appartement. Donc un cambriolage, j'ai connu un vol de vélo. On m'a volé mon vélo. Alors cette histoire elle est intéressante parce que il y a eu les caméras. J'avais déposé mon vélo, je l'avais attaché sous le préau sur le campus, et un homme est venu. C'était un beau vélo, hein, c'était celui d'un ami en plus, c'était pas vraiment le mien. Il est arrivé avec une grande pince, il a coupé le cadenas et il a tenté de partir. Et puis à ce moment-là, il y a un agent de la sécurité qui le repère et qui s'approche de lui. Et en fait, on voit sur caméra, il discute et il dit non mais c'est mon vélo, laisse-moi partir. Et il part au final tranquillement. L'agent de sécurité se défend en disant j'ai rien pu faire, j'ai pas pu, c'est hors de mon périmètre, on peut pas. Donc voilà, ça n'a pas servi à grand chose. Et du coup, je suis allé voir la police. Et ils m'ont dit, la police, de toute façon, on ne peut rien y faire. Des cas comme ça, on en a tout le temps. En plus, la file d'attente à la station de police était quand même très, 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 très longue. Donc voilà, le voler un vélo. Le commissariat de police de Cergy. De Cergy, oui. Et puis après, quelques intimidations dans la rue, des petits jeunes, des jeunes lycéens, voilà, qui je rentre à vélo et qui me... Ça, c'est assez régulier. Mais en fait, je dis ça parce que moi, je fais 1m87. J'ai jamais eu vraiment de problème dans ma vie. Mais déjà, si ça arrive quelqu'un d'1m87, vous en doutez, c'est quelque chose qui est... voilà, il y a une certaine insécurité. Puis, on a des amis aussi qu'on a retrouvés défigurés parce qu'en fait, ils se retrouvaient... alors, parfois, on est attaqué par clan. C'est des bandes. Des bandes organisées, ouais. Il y a même des gens qui viennent cagoulés. Voilà, parce que ça intimide davantage, on ne voit pas la personne, on ne voit pas le visage. Donc il y a des caméras de sécurité maintenant. Et du coup, alors j'y viens juste après, parce qu'il y a une évolution en fait qui a été... Cergy a un peu évolué. En fait, j'ai pu aussi demander à mes amis pour voir un peu ce qu'ils vivaient, pour pas que vous ayez seulement mon témoignage. J'ai des amis qui disent avoir vraiment peur. Il y a toujours une insécurité, tant pour les filles que pour les garçons. Voilà, on peut pas forcément rentrer à la maison seul. On rentre forcément en groupe, donc on a toujours accompagné des filles chez elles. On peut pas. Il faut toujours s'organiser. Au quotidien, quand même. Au quotidien. La journée moins. La journée, je pense que. C'est à combien de kilomètres de Paris votre histoire? On est à 30 minutes de la Défense. Ouais. En RER. C'est à côté. Enfin, c'est dans la région parisienne. C'est en Montpellier parisienne. 92. On peut pas rentrer chez soi. J'ai un ami qui, voilà, chacun a une histoire en fait. C'est assez marrant. Ça affecte tout le monde. Ça affecte tout le monde, de près ou de loin. Alors certains ont eu la chance, n'ont pas forcément. Après, c'est une question de gabarit aussi. Mon coloc, lui, il fait 1m90. Il est fils son père est au GIGN, donc génétiquement, voilà, on va pas forcément le chatouiller tout de suite. Chatouiller, c'est ça. Ouais. Mais vous avez d'autres personnes qui ont pas ce gabarit-là et qui. Après, il y a autre chose, c'est que c'est un peu une cible de choix. L'étudiant qui va dans ce type d'école, souvent ils savent qu'on a un certain niveau de vie, donc c'est assez ciblé. Parce qu'il y a aussi des étudiants d'autres écoles qui vivent pas forcément la même chose. Donc il faut le rappeler. Et donc voilà, des insécurités. Et vous voyez, ce confort en fait de vie que pourraient avoir nos parents ou nos grands-parents, nous on l'a pas. On l'a pas eu pendant nos études. Spécifiquement à Cergy parce que c'est, voilà, comme je viens de le décrire, c'est un peu difficile et donc c'est dommage. La période pendant et post-Covid a été vraiment difficile, tout le monde le dit. Quand on regarde, alors on a un groupe Facebook sur lequel on peut signaler à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose.
on met un message sur le groupe et on est au courant que en fait en temps réel il se passe quelque chose là-bas, donc en fait on va éviter de prendre cette route-là. Voilà, mais et en fait il y a plein de C'est une ambiance inquiétante. inquiétantes. Ouais, c'est vraiment on se Alors, dit, donnez-nous des exemples de votre groupe Facebook, là. bah, il y en a plein. Alors après, ça dépend aussi des saisons. Je pense que aussi lorsque on est en Évidemment. automne, hiver, lorsqu'il fait un peu plus, Il lorsque les jours s'assombrissent, une nuit plus vite, etc. c'est ça, c'est que c'est plus propice à ce genre d'agression. Mais voilà, je vous donnais d'exemples. Alors, salut, vers 22h15, dans la résidence chemin du Puy-Vert, une personne portant un sweat à capuche noire a essayé de me voler. Et quand il n'a pas pu, il a commencé à me frapper et s'est enfui. Je suis en sécurité maintenant, mais soyez prudents dans le coin et évitez de marcher seul. Bonsoir. En marchant dans le parc de la préfecture, je me suis fait entourer par 3 jeunes hommes qui m'ont giflé et volé mon téléphone. J'ai pu rentrer chez moi, je suis désormais sain et sauf. Quelqu'un peut-il m'indiquer ce que je peux faire? Après avoir accompagné une personne âgée à son domicile ce soir, Léo s'est fait frapper puis poursuivi par 4 mecs sur le parking à côté de la tour des Touleuses. Ils ont essayé de lui péter son téléphone. Ok, un mec vient de me voler un téléphone et mon portefeuille dans les Toulouse pourpres. Bon, il avait quand même un bon couteau de cuisine, donc faites attention les amis. Et c'est sur tous les. C'est Alors, sur la une fréquence, semaine. c'est ça, la fréquence. Alors, j'ai repris les messages sur le groupe. La fréquence, je dirais que c'est du, ça dépend hein, des Dans l'année scolaire, Moi. dans l'année académique, bien J'ai entendu. pas fait le calcul, mais grosso modo, on doit avoir une dizaine de messages, une douzaine de messages dans les périodes difficiles, donc en septembre, octobre, novembre, décembre. Et ensuite, c'est un peu moins. C'est le dernier trimestre et très actif. Et ce dernier stress, alors du coup, j'y viens, parce qu'il est paradoxalement, il est moins actif. Après, donc ça, ce sont les personnes qui signalent, mais il y a combien de personnes qui ne signalent pas aussi? Parce que, bon, il y a ce groupe, il recense pas mal de personnes, mais ce n'est pas forcément. Évidemment, non, c'est un sondage, quoi. C'est ça. Ah, ce n'est pas un sondage. Non, mais c'est un coup de sonde. C'est ça. C'est une manière de sonder, mais surtout qu'il faut voir, c'est le type de Oui, c'est violent, quand même. témoignage Avec qu'on un a. couteau, quoi. Ah oui, et c'est ça assez souvent. Alors, il y a beaucoup de vols, majoritairement, de ce que je vois. Voilà, après, des règlements de compte, il y a une dizaine de mecs qui se tapent à la gare, Cergy-Près, du côté des bus. Salut à vous tous, les filles, faites attention près du boulevard du Port. Je vais me faire courser par un mec dans un van. Il a essayé de me faire monter dans sa voiture, et il y avait un mec en vélo qui suivait la voiture aussi. Quand j'ai refusé de monter, il a ouvert sa porte pour me mettre dedans, mais j'ai réussi à partir en presque courant. Donc faites très attention à vous. Oui, Évitez de passer derrière le Franprix. Il y a 2 craquettes qui essaient d'uriner sur les passants. Donc il y a évidemment l'agression, mais aussi le confort de vie. les toxicos qui voilà, traînent. tout ça, ça on en parle pas, mais 3 mecs qui traînent devant la CAF, à côté de la passerelle, qui ont essayé de me racketter et sont toujours dans les parages avec une batte de baseball. Voilà, donc il y a ça. Sympathique. C'est. Et ça, c'est quand même un campus chic de la région parisienne. Vous imaginez les étudiants en Seine-Saint-Denis, l'horreur. Campus chic, ouais, mais c'est ça, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Et puis nous, on est quand même la 2e école de commerce de France. C'est la ville qui est comme ça. Attention, un groupe vole à la sortie du RER à la gare de Cergy-Près. Ils arrachent les sacs à main. Bon courage. Attention, 2 personnes se baladent avec des sortes de tasers entre Square du Diapason, Gymnase de Maradas. Faites attention, il y a une grosse bagarre à la préfecture juste devant les 3F. Faites attention, il y a 3 mecs au niveau des 3F avec des couteaux qui ont suivi des potes à moi. On a pu intervenir à temps, mais faites gaffe à vous. Voilà, je vais m'arrêter là, mais vous avez compris l'idée, globalement, c'est un peu toujours les mêmes types d'agressions qui arrivent. C'est des intimidations en groupe souvent, donc ils nous entourent et en fait ils sortent l'opinel pour qu'on donne tout ce qu'on a et puis ensuite ils nous laissent partir. Mais on a déjà eu en première année, j'avais quelqu'un que je connaissais qui s'est fait défigurer en fait, enfin il s'est fait frapper. On le retrouvait le lendemain avec des blessures au visage. La tête, quoi. Exactement. Donc en fait il a eu sa petite, on lui a laissé du temps pour qu'il prenne un pas de recul sur tout cela, mais c'est vrai que c'est présent et en fait alors c'est présent et il y a une certaine évolution récemment de ce que me disent mes amis parce qu'il y a il y a une sécurité qui s'est mise en place. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Voilà. Donc, comment dire, à quel point, au-delà de ressentir ces faits, c'est-à-dire ces agressions, ces tentatives d'enlèvement,
la vision d'individus proches de vous avec des couteaux, des battes de baseball ou même des tasers, etc. Comment, je veux dire, c'est considéré par vos condisciples, par les étudiants comme une petite, comme les moustiques, quoi, c'est-à-dire on essaye de se protéger, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ou ça les influence, c'est-à-dire que ça leur donne envie de réagir, ou comment ils se comportent vis-à-vis de ça? Quel est leur ressenti? Moi, je pense que déjà, c'est ancré en fait au fond de nos esprits, c'est-à-dire qu'on se dit, c'est là, c'est présent et on ne pourra rien y faire. C'était un peu ça pendant 2 ans. Moi, je revenais chez moi, je racontais un peu tout ce qui me passait à mes parents. Mes parents étaient hors de moi, ils ne comprenaient pas pourquoi l'école ne faisait rien pour nous. Et pourquoi la police n'était, c'était vraiment. Que fait la police? Que fait la police? On disait, mais on était livrés à nous-mêmes dans la nature. C'était donc on était un peu. Et puis personne vraiment prend l'école est au courant, et puis ça, en tout cas mes 2 premières années, ça n'a jamais, ils n'ont jamais vraiment mis de mesures en place. De sécurisation. De sécurisation au niveau du campus, évidemment, mais en fait, au sortir du campus, on était livrés à nous-mêmes, quoi. Chose qui a été, en fait, je pense, avec le nombre de cas qui a été pris en compte, parce que de ce qu'on m'a dit, il y a de plus en plus de caméras qui ont été mis en place, un renforcement de la sécurité sur le campus. On a l'école qui a engagé plus d'agents de sécurité, et puis la police qui est renforcée. On voit plus de policiers au niveau de la gare qui font des gardes. Donc cela, je pense que ça a calmé en fait cette insécurité sur le dernier trimestre, sur les derniers 6 mois, 1 an. Et puis ensuite, les gens sont un peu plus vigilants. J'ai un ami qui me disait tout à l'heure il prenait un peu ça à la légère. Et puis en fait, il s'est fait voler son téléphone. Voilà, de la même manière, 3-4 personnes qui arrivent cagoulées, etc., qui prennent son téléphone. Et puis il a enregistré le fait qu'il fallait être plus vigilant. Et donc, il fait des trajets plus courts. Il évite certaines zones. Voilà, c'est jamais calme en fait comme situation. Mais ça tend à en tout cas se calmer récemment, grâce à ces dispositifs qui sont mis en place et par l'école et par la police. Alors, vous avez remarqué quand même une chose, c'est que les petits bandits en question, les petits lascars qui font ça, ils s'adaptent aussi. Plus il y a de caméras de surveillance et plus il y a d'individus cagoulés. Évidemment. Pourquoi ? Parce que il ne faut pas s'imaginer le personnel de la Ve République dans son ensemble ignore absolument le comportement des malfaiteurs. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent, quand on parle, il m'est arrivé à parler, pas à M. Macron, mais à certains de ses prédécesseurs, ils s'imaginent que le monde du crime, c'est eux-mêmes en négatif, quoi. Mais ça n'a absolument rien à voir. À savoir que le monde des malfaiteurs est régi par des règles et par des lois qui sont propres à leur mode de fonctionnement. Par exemple, dans le monde du crime, il n'y a pas de métier. C'est-à-dire que vous, d'ici 2 ou 3 ans, quand vous aurez terminé vos études, vous aurez une profession, vous l'exercerez. Moi, j'en ai une, je suis enseignant et criminologue, mais les bandits n'ont pas de métier. Les bandits opèrent par constant arbitrage au quotidien entre ce qui paye et ce qui ne paye pas, et ce qui peut m'envoyer en tôle et ce qui va me laisser libre. C'est-à-dire que si du jour au lendemain, vous vendez de l'héroïne, et puis si vous découvrez que le fait de choper 3 malheureuses moldaves et puis de les mettre sur le périphérique pour les prostituer vous rapporte plus d'argent ou au moins autant d'argent, et que vous risquez moins en termes de condamnation, parce qu'il y a plus d'échappatoires, parce que ceci, parce que cela, vous allez arbitrer tout de suite. C'est-à-dire que la vie des gens honnêtes, elle est marquée par des contraintes. Ce sont des contraintes imposées par la loi. Vous avez une charcuterie. Vous décidez que la charcuterie, ça ne paye plus, et que vous avez envie de vendre à partir de maintenant des imperméables
Parce que comme la météo dit qu'il va faire de plus en plus chaud et que la météo dit à peu près que des sottises, ok, s'il dit ça, c'est qu'il va pleuvoir, je vais vendre des imperméables. Pour transformer une boutique qui vend du pâté de campagne en boutique qui vend des imperméables, c'est des mois de paperasse. C'est infernalement compliqué. Tandis qu'un bandit, entre le fait de vendre des barrettes de hache dans une porte cochère et le fait de prostituer des roumaines, c'est la décision qu'il prend et il peut y être le lendemain. Et dans cet arbitrage qu'il fait, le seul obstacle qu'il va rencontrer, c'est la violence de bandes qui sont déjà sur son nouveau job et qui veulent lui interdire d'y aller. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que s'il y a déjà 3 proxénètes dans le coin, alors lui, ça fait un 4e, c'est trop pour le coin, donc ils vont... parce que, bien entendu, le problème du monde du crime, c'est que ces gens-là sont des hors-la-loi. Outlaws en anglais, ce sont des hors-la-loi. En conséquence de quoi, ils ne peuvent pas faire appel à la loi dans les querelles qu'ils ont entre eux. Un bandit ne peut pas poursuivre un autre bandit au prud'homme. Il ne peut pas porter plainte. Voilà, c'est la raison pour laquelle, entre vendeurs de drogue, naturellement, ils n'arrêtent pas de s'agresser et de s'attaquer les uns les autres, parce que si vous piquez la drogue à un autre dealer ou si vous lui piquez son fric, il ne va pas aller porter plainte à la police, vous comprenez ? Donc l'ignorance de la manière dont fonctionne le monde criminel, ignorance coupable, parce que c'est pas toujours dramatique d'ignorer quelque chose. Des fois, on ignore quelque chose sincèrement. Mais là, les gens du gouvernement, ils ont des criminologues qui pourraient leur dire « mais non, faites pas ci, attention ». Donc pourquoi je vous dis tout ça ? Parce qu'on a installé des caméras qui coûtent des fortunes. Alors là, je vais donner des chiffres. Des caméras qui donnent des fortunes, qui coûtent des fortunes, et la parade des bandits, elle est enfantine. Vous allez dans une boutique de ski, vous dites « je veux un masque de ski » et hop, vous avez une cagoule, ça vous a coûté 10 €, vous êtes tranquille, vous ne serez plus jamais arrêté. Alors, quand je dis que le gouvernement, depuis des années, il nous raconte qu'on va rendre les villes sûres en mettant de la vidéosurveillance, c'est naturellement absurde. Pourquoi ? Parce que les malfaiteurs vont faire jouer l'effet de déplacement, c'est-à-dire ils vont déplacer les objets qui les gênent, c'est-à-dire en sciant les pieds des caméras, en tirant à la Kalachnikov sur les caméras de surveillance, ou alors en se mettant des cagoules. C'est-à-dire que les programmes qu'ont lancés les gouvernements de mettre des caméras partout, ça ne marchera que dans les endroits où il n'y a pas de bandits. Évidemment, dans les quartiers nord de Marseille, alors parlons de Marseille et des caméras de Marseille. Dans toute la ville de Marseille, il y a, à la louche, 1700 caméras de surveillance. Chaque caméra coûte 20 000 €. La location du réseau de fibre optique pour les connecter toutes et puis pour faire arriver toutes les images de toutes ces caméras-là à un central coûte plus de 6 millions d'euros par an. L'entretien du réseau et des caméras, pour pas qu'elles soient souillées, parce que quand elles sont souillées, on ne voit pas ce qu'il y a sur les images, etc., c'est pratiquement 3 millions d'euros par an. Et ça ne marche que dans les endroits où il n'y a pas de bandits. Dans les quartiers nord, ça fait bien longtemps que les caméras en question ont été fusillées. La preuve, c'est que l'année dernière, le gouvernement a payé pour 1 700 000 € encore 50 nouvelles caméras dans les quartiers nord de Marseille. Pourquoi ? Ça veut dire que les anciennes étaient cassées, fonctionnaient plus, avaient été sabotées, voilà, parce que évidemment, si vous avez un point où vous vendez de la drogue ou un point où les bandits, et si c'est sous une caméra, c'est gênant parce que à la fin, vous allez être tout le temps sur la caméra et vous faire repérer. Donc, naturellement, ils essayent de l'éviter. Comment ? En se mettant des cagoules ou alors en sabotant les caméras en question. Je ne vous parle même pas dans le coût du central en question, je ne vous parle même pas des personnels qu'il faut mettre devant les écrans à longueur de journée. Parce qu'il faut... pour une ville comme Marseille, il faut qu'à chaque instant du jour et de la nuit, il y ait plus de 30 individus, hommes ou femmes, qui soient devant les écrans pour dire « Ah, il se passe un truc à tel endroit, tiens, pourquoi ils sont en train de se tabasser à tel endroit, tiens, ça a l'air d'être un point de vente de drogue, etc. » Donc tout ça est très important. Vous avez des gouvernements qui disent « voilà, on va mettre des caméras, on est tranquille pour 10 ans. » Non, naturellement, ça ne marche pas comme ça. Donc,
Vous écoutez Enjeux Sécurité, émission mensuelle consacrée à toutes les formes d'insécurité, de violence sociale, de risque à l'international, animée par Xavier Hofer, aujourd'hui assisté de Pierre Joseph. Alors, pourquoi ce rappel ? Parce qu'il est bientôt 19h et donc sachez bien que sur tous les sujets dont on parle aujourd'hui, vous pouvez recevoir là aussi des fiches cuisine de l'émission, c'est-à-dire que vous nous envoyez votre nom, votre prénom et une adresse courriel à Courtoisie, à Radio Courtoisie. Alors tout à l'heure, il y a un monsieur qui s'appelle William de son prénom et qui habite à Colombes, qui a dit merci de m'envoyer la documentation, mais il m'a envoyé une adresse courrier. On ne peut pas envoyer des lettres et du courrier comme ça à tout le monde, c'est beaucoup trop lourd. Donc il faut que le monsieur William en question s'adresse à Radio Courtoisie, qu'il appelle au 01 46 51 00 85 et qu'il laisse à la gentille dame qui est à la radio, au standard, qui lui laisse une adresse courriel, c'est-à-dire machin Dupont @Yahoo, machin, quelque chose comme ça, de manière à ce qu'on puisse lui envoyer ça par courrier électronique. Donc ça, c'était le témoignage de Pierre Joseph, et multiplier ça par le nombre d'universités, par exemple, à Marseille, toujours Marseille, hein, Marseille n'est pas Chicago, non, bien sûr, mais quand même, vous avez à la faculté de médecine, c'est horrible, les étudiants en médecine sont traqués par des petits voyous à trottinette qui leur piquent le sac au passage et qui disparaissent, etc., et qu'on n'arrive pas à retrouver. Et quand on les retrouve, on ne peut rien faire parce que ce sont des mineurs, et que nous avons eu l'extraordinairement nocive Madame Taubira, surnommée Calamity Christiane, qui a rendu les mineurs à peu près intouchables. Et donc, non seulement depuis toutes les tâches criminelles qui font que vous devez être sur le terrain, quand vous êtes le chef d'un réseau ou d'un gang de vente de drogue, vous pouvez être à Dubaï ou à Marrakech ou Dieu sait trop où, hein. Mais si vous êtes guetteur, il faut être sur le terrain. Et donc, celui qui est sur le terrain, quand il y a une descente de flics, c'est naturellement sur lui qu'on va tomber. Alors, si vous mettez un mineur, j'ai rien fait, etc., voilà, ce problème est réglé. Et puis, deuxièmement, quand il y a des mineurs et des majeurs qui sont arrêtés, les policiers entendent ça dans chaque commissariat. Si, par exemple, il y a une arme qui a été trouvée par terre, le majeur, parlant douce au mineur, dit « tu prends l'arme sur toi » et puis comme ça je serai... Et donc, après ça, il ne se passe rien. Donc, les mineurs servent à faire toutes les tâches criminelles où on est en grand risque de se faire attraper. Le fait de guetter autour du lieu du supermarché de la drogue, le fait d'approvisionner le lieu en drogue, il est évident que, sauf à être totalement débile, vous n'allez pas conserver sur un point de deal 50 kilos de hashish. Vous allez avoir 200 grammes et puis 200 grammes à nouveau, et l'approvisionnement se fait par une noria de trottinette qui apporte les lieux sur le... Mais là, il faut y être physiquement, et puis il faut, à un moment donné, avoir vraiment la drogue dans sa poche. Donc ça, le fait de dédouaner les adultes, non, le couteau, il est à moi, il n'est pas à lui, etc. Tout ça, c'est le fait d'avoir rendu, en réalité, les mineurs intouchables, et merci encore, Madame Taubira. Voilà, parce que c'est d'elle que ça émane. Donc, on va maintenant passer... J'ai juste dernière chose que j'ai oublié de dire. En fait, il m'a Vous intervenez à tout moment. Hein, super, top. Il m'est arrivé juste autre chose qui est assez surprenante, enfin assez choquante quand même. Une fois, c'était le soir, je rentrais, je suis allé prendre un petit... un fast-food. Ouais. Et puis, je tombe sur un ami qui, lui, est complètement apeuré. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe ? Il me dit qu'il y avait un homme qui frappait un autre homme avec une barre de fer, juste devant l'école, hein, vraiment pas loin. Alors on le voyait loin, et donc évidemment il a appelé la police, et la police était intervenue avec, c'est là en fait ça m'a vraiment surpris, la police est intervenue en hâte et avec une mitraillette à la main. Je me suis dit mais on vit dans quel monde quoi ? On s'est un peu plaqué contre le mur, on s'est décalé, et puis on les voyait au loin, l'homme s'est mis à genoux, et puis ils s'en sont chargés. Mais pour vous dire un peu ce qui peut arriver dans cette ville nouvelle qui est Cergy, et et pour répondre à votre question tout à l'heure, parce que j'aimerais ajouter un complément. Oui. Sur que vivent en fait les étudiants. Et bien en fait ils vivent ces 4 ans, on essaie de...
avec prudence, il arrive ici là certaines choses, mais si vous voulez, la violence est assez banalisée. On se dit c'est normal, la ville elle est comme ça. De toute façon, on restera jamais toute notre vie là-dedans. Oui. Donc en fait, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. C'est exactement. C'est épisodique. Une fois que les études sont finies, et c'est le cas d'ailleurs. Une fois que les études sont finies, on rejoint la capitale et on travaille dans des lieux qui sont beaucoup moins, enfin à Paris même, donc des lieux qui sont beaucoup moins violents que Cergy. Donc en fait, ça devient juste un vieux souvenir. Donc voilà, si je peux, partager un peu le ressenti des élèves, des étudiants. Mauvais moment à passer. Essayons de survivre. D'éviter au maximum les coups. D'attraper une balle ou un truc comme ça. Mais à nouveau, il y a des mesures qui ont été mises en place et c'est vrai que de ce qu'on m'a dit, ça a changé. Et même on le voit sur le groupe Facebook, il y a de moins en moins de signalements. Maintenant, est-ce que c'est une question de période? Est-ce que c'est du court terme? Je sais pas. À voir. On verra ce que l'avenir nous dira. C'est simple. Je vais vous donner la réponse à ça, parce que je l'ai, parce que c'est toujours pareil. Je vous ai dit, ce qui compte en termes de criminalité, c'est l'effet de déplacement. C'est-à-dire que si, à un moment ou à un autre, les petites bandes en question, les petites meutes, parce qu'une bande, c'est stable, c'est fixe. Les meutes, en deux mots, les meutes, elles se réunissent par effet d'aubaine ou spontanément à 3-4 au pied d'un immeuble. Allez hop, on va tirer 2-3 téléphones, on va les revendre et puis on va aller passer la soirée en boîte ou s'acheter des Nike ou des trucs comme ça. C'est à peu près tout leur horizon. Et donc, les meutes en question, elles n'ont pas de stratégie criminelle à long terme. Comme leur nom l'indique, elles s'assemblent spontanément avec quelques individus qui se connaissent au pied de l'immeuble, de s'être fréquentés dans tel quartier ou tel quartier. Ils prennent le RER, ils vont agir à un endroit et après ça, ils se replient sur le territoire qu'ils connaissent mieux que personne, la cité d'où ils viennent, parce qu'ils la fréquentent, ils en connaissent tous les espaces vides, etc., depuis pratiquement qu'ils sont nés. Donc c'est ça. Mais qu'est-ce qui se passe quand à un moment donné, il y a un peu plus de caméras de surveillance, qu'il y a un peu plus de présence policière, que les étudiants sont un peu plus vigilants? Ils vont voir ailleurs. C'est-à-dire qu'ils se déplacent au campus d'à côté et ils reviennent quand c'est redevenu plus calme. Donc, il ne faut pas s'imaginer que le fait que ce soit plus calme est permanent. C'est simplement une des variantes de l'effet de déplacement. L'effet de déplacement, comme toute activité humaine, elle peut s'opérer dans deux dimensions, dans le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'arrête d'aller dans un endroit et puis j'y retourne après ça, ou dans l'espace, c'est-à-dire je ne vais pas à Cergy, je vais à Nanterre, et puis après ça, je reviens à Cergy quand c'est plus calme. C'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est l'effet de déplacement. Alors, les questions. Alors là, il y a un auditeur qui nous dit que des caméras qui ont été détruites sont remplacées par des caméras factices. C'est le cas à Noisy-le-Sec. Alors, je ne sais pas, j'ai naturellement, au moment où je vous parle, aucune preuve de ça, mais ça me paraît crédible parce que vous avez affaire à des gens, je veux dire les autorités, qui pensent que quand elles ont dit quelque chose, c'est fait. Donc, voilà, il y a des caméras. Le tsar avait ce qui s'appelait les villages Potemkin, à savoir les villages où les paysans étaient heureux, etc., pour faire passer le tsar dedans. Et donc, M. Macron a des caméras factices. Donc, il nous dit, ce monsieur, que c'est le cas à Noisy-le-Grand. Alors, une question. Comment cela se passe-t-il en Suisse concernant les dealers ? J'aimerais vous dire qu'il y a un pays où c'est paradisiaque et où ça va bien, mais hélas, la Suisse est voisine de la France et qu'elle est voisine de la France et notamment de la région lyonnaise, dans laquelle vous avez des cités absolument épouvantables, pratiquement entre les mains des bandits, et une grande partie du trafic qui affecte la Suisse, que ce soit l'activité criminelle qui consiste à les braquer en Suisse, des bijouteries ou je sais pas, des commerces, etc., ou le trafic de stupéfiants provient en partie de la région lyonnaise. Donc les Suisses essayent de se défendre comme ils le peuvent, mais c'est pas toujours extrêmement efficace parce que si les Suisses vivaient sous cloche,
C'est-à-dire que si les Suisses n'avaient que la criminalité helvétique, naturellement, il ne se passerait rien, ou presque rien. Il y aurait un mari jaloux de temps en temps, ou alors un type qui part avec l'argent, le notaire qui part avec l'argent de ses clients, mais il n'y aurait rien de bien grave. Tandis que là, si. Mais le cas de la criminalité en Suisse est affecté par une autre variable. Il y a énormément d'Albanais en Suisse. Pourquoi ? Parce que beaucoup de travailleurs immigrés albanais sont venus travailler en Suisse. La majorité d'entre eux, comme toujours, sont des gens parfaitement honnêtes qui sont là pour gagner leur vie, etc. Mais il y a des bandits parmi eux. Et donc, maintenant, une grande partie du trafic de stupéfiants en Suisse et aux alentours, c'est-à-dire en Savoie et en Haute-Savoie, sont contrôlés par la mafia albanaise. Et il y a un endroit qui est très connu, à Lausanne, qui est une avenue à l'entrée de la ville, où il y a les dealers le soir, et tout le monde dans la ville l'appelle Tirana Boulevard, le boulevard de Tirana. C'est les dealers albanais qui sont à l'œuvre là-haut. Donc vous voyez que, hélas, le cas de la Suisse n'est pas... voilà. Donc il y a un monsieur qui veut de la documentation mais qui n'a pas d'informatique. On va faire autrement. Et voilà. Donc c'est la réalité criminelle dans les campus et autour des campus. Alors c'est toujours la même chose. Ceux qui vous harcèlent et ceux qui se livrent aux exactions dont vous nous avez donné des exemples, ils proviennent des cités alentours. On les connaît parfaitement et la seule raison pour laquelle il ne se passe rien, c'est que c'est une expression de la philosophie, d'ordinaire et le plus souvent, on laisse les cités en question tranquilles. À savoir qu'en France, il y a toujours à un moment donné une élection et que quand les policiers coursent un peu trop souvent les bandits jusqu'à la cité en question, la cité va déclencher une émeute. Elle sait très bien comment se protéger. Les émeutes, tout le monde sait comment ça se passe. C'est les jets de mortiers d'artifice, c'est les jets de cocktails Molotov, c'est les boules de pétanque sur les cars de flics. Et au bout d'un moment, si le commissaire de police fait un peu trop de zèle, il est naturellement, verbalement, ces instructions-là ne sont jamais données par écrit, convoqué par le préfet qui dit « Mon vieux, il y a, je sais pas, je dis n'importe quoi, il y a les sénatoriales dans 6 mois, c'est peut-être pas le moment qu'il y ait une émeute, etc. Calmez vos zèbres, etc. » Que tout ça se passe dans la joie et dans la bonne humeur. Donc, tout ça, tout ce que vous vivez, c'est, mais on en parlera un jour dans cette émission, ce sont les côtés négatifs de quelque chose qui pourrit la vie des Français depuis exactement 40 ans. Nous sommes aujourd'hui dans l'année 2023. Le président Mitterrand, en 1983, s'est rendu dans une des cités à Vénissieux les plus terribles de la région lyonnaise qui s'appelle les Minguettes, où d'ores et déjà il y avait des émeutes, des agitations, etc. Et ça fait exactement 40 ans. Et on a déversé dans le cadre de ce qu'on appelle, en langage politiquement correct, la politique de la ville. Il est évident que jamais une ville n'a fait d'émeute. Jamais une ville n'a tiré à la Kalachnikov sur quiconque. Jamais une ville n'a jeté de cocktails Molotov sur des policiers. Quand il y a des jets de cocktails Molotov sur des policiers, voire des tirs de Kalachnikov, quand il y a des émeutes et quand il y a des braquages, ce ne sont pas les villes qui sont à l'œuvre, mais leurs habitants. Voilà. Je n'arrête pas de répéter aux journalistes qui me disent « Alors voilà, il y a eu encore un attentat avec une Kalachnikov, on va faire une enquête sur les Kalachnikov. » C'est absurde. Une Kalachnikov n'a jamais tué personne. Vous posez une Kalachnikov sur la table ici, à part prendre la poussière, elle ne fera rien. Ce qui est dangereux, c'est les gens qui s'en servent. Autrement, ben voilà. Alors, ça augmente les dégâts, si vous voulez, parce que c'est une arme de guerre et donc ça fait des trous dans les murs, hein. C'est pas fait pour rigoler, mais naturellement, c'est pas le problème en question. Donc vous vivez les retombées du pire échec social de toute la Ve République qui s'appelle la politique de la ville. À savoir que il y a en Pologne, j'étais récemment en Pologne pour une conférence, les histoires Ukraine, Russie, etc. Vous savez, ça va avoir des retombées aussi criminelles de trafic d'armes, de trafic de drogue. Donc j'étais en Pologne. J'ai été dans des cités HLM
de la région industrielle autour de Varsovie, notamment à Lodz, Lodz en polonais. Il y a des HLM qui sont aussi sinistres que de la région parisienne. On peut manger par terre. Il n'y a personne, les filles peuvent y aller en mini-jupe et on peut s'y promener avec son portefeuille à la main sans qu'il vous arrive rien. Pourquoi ? Parce que la population n'est pas la même. C'est pas le fait de vivre dans des HLM qui est criminogène. Et d'abord, les 3/4, les 9/10, 90% des gens qui vivent dans les lieux en question sont des gens parfaitement honnêtes et sympathiques. Mais c'est le fait qu'on ne puisse plus y aller dans ces cités en question pour rétablir la loi et l'ordre. Alors, peut-être depuis que vous êtes né en quelle année ? 2000. Alors, 2000. Alors, depuis 2000, effectivement, vous avez entendu parler 100 fois dans les jérémiades des dirigeants politiques des quartiers perdus de la République. Ouais. Et ben voilà, les quartiers perdus de la République, c'est la politique de la ville. C'est-à-dire les endroits où la police ne va plus, ou alors elle fait une incursion avec le GIGN une fois de temps en temps, ou le RAID, et puis le reste du temps, elle n'y fout pas les pieds. Et donc, rayonnent à partir de ces endroits-là des petites bandes qui se servent sur la population, qui piratent la population alentour, et vous faites partie donc des victimes de ces individus-là. Hein. Donc, tant que le problème de la politique de la ville ne sera pas réglé, il n'y a pas que la répression dans la vie. On va naturellement pas faire l'apologie de la répression, parce que la répression stupide donne des résultats encore plus négatifs que le fait de rien faire. Mais le fait d'entrer dans les cités en question et de faire en sorte qu'il règne le statut qui vaut partout ailleurs en France. C'est-à-dire que la ville de Cergy elle-même et puis son campus sont régis par des règles. Vous n'avez pas le droit de faire vos besoins le long des murs. Vous n'avez pas le droit d'agresser des étudiantes et de les embarquer dans votre voiture. Eh bien, il y a des endroits où on peut faire ces choses et des endroits où on ne peut pas. Alors, il faut ramener les endroits où on peut faire ces choses au niveau général. Et à ce moment-là, les étudiants et les petits vieux et tout le monde sera tranquille. Alors, une question. Comment se passe-t-il en Allemagne ? Alors, en termes pénal, l'Allemagne, ça n'existe pas. Compte tenu de ce qui s'y est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous avez en Allemagne un État, un statut fédéral. C'est-à-dire que vous avez des provinces, des Länder, et chaque land applique la police et a, dans le cadre général, la politique qu'elle souhaite. Certains Länder sont dirigés par des conservateurs, chrétiens sociaux en Bavière et chrétiens démocrates, et d'autres par des sociaux-démocrates. Et donc la politique y évolue selon ces critères-là. Ce qu'on peut observer, c'est que s'agissant de la partie de la criminalité qui incombe aux immigrés, les Allemands ont de la chance, car l'immigration qu'ils ont chez eux, en grand nombre, elle est turque ou kurde. Et que les populations turques ou kurdes sont des gens travailleurs, sont des gens dans lesquels les enfants sont tenus en ordre à la maison et dans lesquels il y a une criminalité juvénile assez réduite. Je ne parle pas ici du million d'individus qui ont débarqué en 2015 et qui, pour certains, ont mal tourné en provenance du Moyen-Orient en pensant qu'ils étaient dans, vous savez, la cité de Dame Tartine, on avait le droit de tout faire. Je parle des migrants qui vivent sur place et qui sont venus pour travailler. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la situation en Allemagne. Avec simplement, compte tenu de la difficulté d'adaptation culturelle de cette nouvelle vague brutale de migration, quand même une quantité d'agressions sur des femmes, des gens qui viennent d'endroits où les femmes sont invisibles, où elles sont chez elles, ou alors les voir marcher dans la rue l'été très légèrement vêtues, ils sont des fois poussés à se servir en disant si elles sont comme ça, c'est que c'est des prostituées. Et donc il y a un gros travail à faire d'éducation et de répression quand c'est nécessaire pour éviter que ça se produise. Donc sinon, pour l'Allemagne, vous avez des taux de criminalité, notamment d'homicides. Hein. Les homicides, on ne peut pas les louper dans un État moderne, donc qui sont un tout petit peu inférieurs
Si la France, c'est 1,2 homicides pour 100 000, là, ça doit être 1 ou 0,9 ou quelque chose comme ça. Mais il n'y a pas vraiment de différence. Mais il est pratiquement impossible de faire... Alors, il y a une police fédérale qui s'appelle le BKA, Bundeskriminalamt, qui fournit des statistiques fédérales, mais c'est simplement pour les crimes fédéraux, c'est-à-dire pour les crimes de son niveau. Pour les crimes, par exemple, pour les cambriolages et pour la délinquance, là, c'est dans l'intérieur des États. Et donc, un des exercices les plus difficiles pour un jeune criminologue, c'est de compiler des statistiques sérieuses de ce qui se passe en Allemagne, parce que c'est assez complexe du fait de l'État fédéral du pays. Voilà, donc voilà comment ça se passe en Allemagne. Il n'y a pas de pays qui soit complètement à l'abri de ça. Jusqu'à présent, l'Irlande était à l'abri des phénomènes criminels ressentis ailleurs en Europe, parce que c'était une île elle-même protégée par une autre île, c'est-à-dire que vous partez du continent, vous avez d'abord toute la Grande-Bretagne et donc les îles britanniques, et puis par derrière l'Irlande, ils étaient un peu à l'abri. Mais là maintenant, ça ne va pas non plus sensationnellement bien à Dublin, c'est-à-dire la ville qui fait 30 ou 40% de la population de tout le pays. L'île est assez vide et il y a cette espèce d'énorme ville de Dublin qui est assez affectée par la criminalité. Donc, vous avez plusieurs formes de criminalité. Vous avez ce qu'on appelle la criminalité en col blanc, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont un statut dans la société, qui détournent de l'argent de la banque ou font des escroqueries aux assurances, ou sont des formes de criminalité assez sophistiquées qui affectent, mais indirectement, la population. Si votre banque fait faillite, par exemple, ça va vous affecter, mais c'est indirect, c'est très lointain, la population ne souffre pas. Vous avez une deuxième catégorie de criminalité à l'heure actuelle qui est importante pour la santé publique, c'est tout ce qui touche à l'environnement. J'imagine que les gens de votre génération sont sensibles à ça, les gens qui vident des produits chimiques dangereux dans la rivière, etc. Mais ça, là aussi, ça affecte la population indirectement. À partir du moment où il y a eu des dépôts de déchets toxiques par la Camorra, par la mafia napolitaine, dans des endroits un peu isolés, il a fallu 20 ans pour que ça se traduise dans des cancers pour les enfants, parce que c'était descendu dans la nappe phréatique, remonté par les plantes, et après ça, les gens qui mangeaient ça, c'était cancérigène, quoi. Mais c'est très indirect. La forme de criminalité qui affecte le plus la population générale, c'est ce qu'on appelle la criminalité de droit public, de voie publique, pardon. La criminalité de voie publique, c'est la vieille dame qui se fait taper son sac à main, l'étudiant qui se fait agresser pour son portable ou sa trottinette ou Dieu sait trop quoi, c'est les cambriolages, parce que naturellement, la maison, c'est pas la voie publique, mais les gens en viennent. Donc, vous voyez, et cette forme de criminalité-là, à l'heure actuelle, elle est toujours plus le fait d'individus issus de l'immigration. Pourquoi ? Parce qu'on les laisse venir et ils n'ont pas de travail. Comment voulez-vous qu'ils vivent ? Je ne les incrimine pas, je demande simplement ce qui se passe dans la tête d'individus qui en laissent rentrer des dizaines de milliers par an et qui après ça les répartissent par petits paquets partout en France sans leur donner les moyens de vivre. Il est évident que si jamais vos parents vous laissent à partir de l'âge de 12 ans en disant tu te débrouilles, va travailler dans les mines, etc. Alors vous allez être tenté soit de leur piquer de l'argent à eux pour se rembourser sur la bête, soit pour aller agresser la vieille dame de l'immeuble à côté. Il est évident, c'est pas une question ethnique, c'est une question de comment voulez-vous que je fasse autrement. Donc ceux qui sont coupables dans ces affaires-là, ce sont ceux qui ont autorisé ces politiques migratoires absolument sans contrôle. Alors, on n'a pas toujours l'occasion de rire, même si c'est un rire un peu grinçant. Et donc, je vous ai parlé des cités hors contrôle, vous savez, les cités de la politique de la ville, des fusillades et des règlements de compte à Marseille, dans les cités sensibles, partout, maintenant, même à la frontière du Luxembourg, à Villerue. Vous vous rendez compte, Villerue, c'est un trou, quoi. Tout le respect du monde pour les habitants de la ville de Villerue, mais quand même, c'est pas une métropole, quoi. Donc, des types qui se tirent à la Kalachnikov. Le type qui a tiré à la Kalachnikov à Villerue, sur 3 blessés graves, quand même, il avait 140 mentions à son casier judiciaire. Qu'est-ce qu'il fout dehors ?
Pourquoi il est libre? Eh ben non. Non seulement il était libre, il avait une Kalachnikov. Là, il y a eu une embrouille entre vendeurs de drogue et il y a eu 3 blessés graves, dont l'un est en grand danger de mourir. Comme je vous l'ai dit, la génération spontanée n'existe pas plus dans la vie sociale qu'en biologie. Il y a des coupables. Et donc, les coupables, s'il y a des gens qu'on laisse dans la rue faire des actions dangereuses ou criminelles sans les arrêter et sans les réprimer, quand ils le méritent, nous sommes dans un état de droit, bien sûr, on n'est pas en Corée du Nord, on ne met pas les gens en tôle parce qu'ils ne vous plaisent pas, quoi. Mais quand c'est nécessaire, et donc ça tient à une espèce de doctrine qui s'est répandue, d'origine académique, universitaire, et que nous, on a baptisé la culture de l'excuse. C'est-à-dire, les malfaiteurs, c'est pas de leur faute, vous comprenez, c'est pas tout d'être pauvre, si en plus il fallait se priver, etc. Ça, c'est une boutade d'Alphonse Allais, bien sûr, mais c'est un peu la doctrine quand même. Donc, et le pape de cette culture de l'excuse, c'est un sociologue aujourd'hui arraché à notre affection, qui s'appelait Pierre Bourdieu. Aïe. Donc, lui, et puis tous ceux qui, en France, comme le dit le sociologue, lui, grand sociologue et homme sympathique et ami, qui s'appelle Michel Maffezoli, ceux qui monopolisent le fait, le faire et le dire, Michel Maffezoli, donc les élites qui absolvent les criminels de toutes les angoisses, sont des malheureuses victimes, l'exclusion, vous comprenez, le racisme, c'est pas de leur faute, etc. Donc voilà ce qui nous ont sortis pendant 20 ans. Et c'était des propos d'un télo à l'origine, et à la fin, ça débouche sur les tueries de Marseille. Voilà. Donc, qui est-ce qui explique le fait que vous soyez fait cambrioler, le fait que votre copain s'est fait courser dans la rue, etc. C'est la misère sociale, d'après les sociologues en question. Elle excuse et elle absout tout. Alors, je vous livre des échantillons du catéchisme en jargon sociologique dans le texte. Les jeunes, la misère qu'ils éprouvent, ces jeunes en question, la société les diabolise et elle justifie. Alors, vous savez, quand vous vous êtes fait tirer votre moto ou votre copain, etc., ça justifie leur engagement dans des pratiques sociales déviantes. Et les quartiers d'où ils viennent, les zones hors contrôle, ce sont des quartiers populaires qui sont paupérisés, stigmatisés et racialisés. Et les bandits en question, ce sont des victimes du système social. Et pourquoi ils refusent le travail? Pour garder la tête haute. Et par exigence de dignité. Ils n'ont que... bien sûr, voilà. C'est terrible. Alors, les théories sociologues, on les connaît trop bien, même depuis le lycée et le collège. En sociologie, on étudiait beaucoup ça. Donc, on connaît bien. J'aimerais juste ajouter quelque chose qui est assez intéressant. C'est que je suis parti en Corée, en fait, en Corée du Sud, pendant un échange, pendant 5 mois. Et j'ai pu voir un contraste énorme, évidemment, avec ma vie à Cergy et ma vie en Corée. À Cergy, d'ailleurs, j'ai oublié de rappeler quelque chose, mais il y a aussi ce cas où il y a des gens qui se font braquer en fait par un pistolet. Alors on ne sait pas si c'est un pistolet factice, mais ils se font braquer directement en fait sur la tempe par un pistolet. Ouais. Donc c'est voilà, ça me revient parce que vous avez parlé de problématiques d'armement, etc. Et en fait, je ne comprends pas parce que moi je suis parti en Corée. J'ai adoré puisque en fait il y a un confort de vie assez incroyable. On se pose pas des questions. J'ai perdu plein de fois mon téléphone dans le bus, je les ai retrouvés le lendemain sans aucun problème, mais sans aucun problème, chargé. J'ai juste signé un papier, on me l'a donné, on m'a fait un grand sourire. Il y a une telle sécurité là-bas que en fait, lorsqu'on va au Monoprix, il n'y a même plus de gardiens, il n'y a même plus de vendeurs. On arrive, on bip avec notre carte, on prend nos produits, on part. Il y a une telle confiance. Et je me demande en fait pourquoi on ne s'inspire pas en France davantage de ces pratiques qui a lieu en fait à l'étranger. Et ici, en l'occurrence, en Corée. En Corée, je trouve que c'est un très très bel exemple, même en matière de... Alors, je pense qu'il y a 2 choses qui expliquent ça, c'est qu'il y a beaucoup de caméras, il y a beaucoup aussi... Enfin, la justice fait son travail. Et vous savez quelle est la différence la plus importante? Et la dernière chose, justement, je pense qu'on va se rejoindre, c'est une question d'éducation. Et donc, en fait, ils n'ont pas d'immigration. Non. En Corée, il y a beaucoup de Coréens. C'est ça. Mais il y a aussi une question d'éducation. Ils sont adorables, il n'y a aucun problème. Ça tient pas au... Comment dire... mon fils a fait ses études à Vancouver,
à l'école du cinéma, l'école technique du cinéma de Vancouver, à l'entrée du centre commercial, il y a un mur où on peut recharger son téléphone. Les gens laissent leur téléphone, ils vont faire leurs courses et quand ils reviennent, leur téléphone est encore là. C'est fou. Inouï. C'est complètement fou. Essayez de faire ça en Seine-Saint-Denis. Mais je me demande, enfin, pourquoi on ne s'inspire pas de ces pratiques qui sont les meilleures pratiques. Mais il faut qu'elles soient acceptées par la société. Si la société les accepte. Mais là, si vous avez des prédateurs qui disent mais pourquoi 10 téléphones portables, je vais pouvoir me payer ma dose de crack, eh ben voilà, c'est ça le problème. Hein, voilà. Donc, à Aulnay, depuis 15 ans, je respire la drogue du dessous. La police le sait, mais ne fait rien. Personne ne réagit. J'ai écrit à plus d'organismes, rien. Il serait normal de vendre de la drogue. Les voisins sont payés pour se taire. Eh bien, la situation du monsieur, c'est une situation qu'on vit dans au minimum 200 quartiers en France. La police sait de quel quartier il s'agit. Et c'est ça les fameux quartiers perdus de la République. Et en gros, il ne se passe rien parce que si jamais, vous comprenez, quand on rétablissait l'ordre là-dedans, un des petits voyous en question se faisait retourner un ongle, ça serait un drame tellement incommensurable que voilà. Donc les gens qui nous dirigent ne sont pas légitimes pour rétablir l'ordre. Ils ne se sentent pas légitimes eux-mêmes. Résultat, ils ne le font pas. Alors, le monsieur en question, il se respire l'odeur du hashish qui vient du rez-de-chaussée alors qu'il habite à l'étage au-dessus. Et vous, quand vous êtes le soir sur le campus, vous êtes obligé de regarder derrière votre dos pour savoir ce qui se passe. Hein ? Voilà. Donc, il nous reste 2 minutes. J'en profite pour vous redire que pour recevoir nos fiches cuisine de l'émission Enjeux Sécurité, vous envoyez vos noms, vos prénoms et votre adresse courriel à courtoisie@radiocourtoisie.fr ou vous appelez le 01 46 51 00 85 et vous laissez vos coordonnées au standard à mon intention. Voilà, donc la prochaine fois, nous aurons encore beaucoup de choses à dire. La prochaine fois, notez bien, ce sera le samedi 17 juin. Nous parlerons des liens compliqués entre messieurs Macron et Darmanin d'un côté et l'ultra-gauche, les Black Blocs et les anards, et sur le fait que, en matière d'extrême politique, le gouvernement de monsieur Macron, c'est 2 poids, 2 mesures. Nous avons des choses à dire, nous avons des informations, nous avons des preuves et nous donnerons tout ça en temps et en heure dans l'émission qui aura lieu le 17 juin, le samedi 17 juin, de 18h à 19h30 comme aujourd'hui. Merci à tous et je rends l'antenne. Vous venez d'entendre le libre journal des enjeux sécurité dirigé par Xavier Offert, diffusé en direct sur Radio Courtoisie samedi 20 mai 2023 de 18h à 19h30 et réalisé par Jocelyn.